May I have your attention, please? May I have your attention, please? Bonjour. Mon nouveau livre s'attaque notamment à une idée reçue féministe. Il démontre que nous ne vivons pas en Occident dans un patriarcat, mais dans un matriarcat, et ce depuis 1969, depuis Woodstock. Ce n'est pas en comptant le nombre d'hommes qui occupent des postes clés au sommet de l'État ou dans les entreprises du CAC 40 que l'on discerne si la société est patriarcale ou matriarcale. C'est en examinant l'esprit des lois et l'esprit de la propagande qui domine l'industrie culturelle. Peu importe les marionnettes, ce qui compte, c'est le sexe du marionnettiste. Nous allons donc comprendre deux choses. La première, c'est que la société occidentale est féminolâtre. Et qui dit féminolâtrie, dit matriarcat. Car si l'on sacralise les femmes, on leur donne systématiquement raison. Et si on leur donne systématiquement raison et qu'on les exalte à tout bout de champ et que l'on légifère pour leur plaire et que n'importe quel scénario a pour cahier des charges de les mettre en avant, la société est alors, à l'évidence, matriarcale. D'autant plus que les hommes, eux, ils font l'objet d'un dénigrement continu, et que la censure et l'ostracisation frappent les oasis de rébellion à la féminolâtrie, j'en sais quelque chose, alors que le dénigrement des hommes et de la masculinité est porté au nu, même dans ses expressions les plus bouffonnes et les plus haineuses, et se déverse partout, ce qui n'est pas très patriarcal, vous me l'accorderez. Le patriarcat peut s'avérer démoniaque, nous ne le savons que trop depuis la Seconde Guerre mondiale, mais s'il y a une chose qui n'est irréductiblement pas dans sa nature, c'est le masochisme. Entre l'hypothèse d'un patriarcat masochiste, où les marques elles-mêmes essaient de se faire mousser en dénonçant la masculinité toxique, je pense à la campagne Gillette en 2019, et l'hypothèse d'un matriarcat, la plus plausible est donc, de loin, celle d'un matriarcat. Et la deuxième étape de ma démonstration consistera à mettre en lumière que le matriarcat en question n'est pas n'importe quel matriarcat, c'est un matriarcat de mère maquerelle. Mais pour en arriver à cette prise de conscience salvatrice, il faut commencer par remettre un peu d'ordre dans notre approche désormais confuse du masculin et du féminin. Et nous allons donc introduire deux notions très simples qui nous remettent les pendules à l'heure, la notion d'arme et de joyau. Vous vous souvenez du titre de mon premier livre, L'homme tue et la femme rend fou. La destructivité masculine est physique, la destructivité féminine est psychique. Une simple reformulation de ce postulat donne ceci: le corps masculin est un corps arme, le cerveau féminin est un cerveau arme. La langue des femmes est leur épée, et elle ne la laisse jamais rouiller, dit un proverbe chinois. Je pense que la violence des femmes, s'il y a un vrai débat, c'est une vraie question, et qui en est à ses prémices, elle prend de toute autre forme. La violence sociale que peuvent avoir les femmes, je vais prendre juste un petit exemple, qui n'est pas marginal. Il faut savoir que dans notre pays, un divorce sur 4, un divorce conflictuel, débouche sur des accusations de pédophilie vis-à-vis des hommes par les femmes pour les éradiquer, si vous voulez. Corps-arme masculin et cerveau-arme féminin donc. Pour compléter cette approche du masculin et du féminin, j'introduis la notion de joyau. Le corps féminin est un corps joyau, le cerveau masculin est un cerveau joyau. Le corps joyau féminin brille par sa tendresse et donne vie au corps physique. Le cerveau joyau masculin brille par sa sagesse, pour peu qu'il ne soit pas immature ou psychopathique, et donne vie au corps social. Et nous trouvons dans le travail de Simon Baron-Cohen, éminent professeur de psychopathologie du développement à Cambridge, un écho à cette distinction. Il affirme en effet que la spécificité du cerveau féminin est l'empathisation, ce qui rejoint l'idée de tendresse, et il affirme que la spécificité du cerveau masculin est la systématisation, ce qui rejoint l'idée de sagesse, puisqu'il faut discerner les interactions du système corps social pour y insuffler une morale, une justice, une sagesse qui le vivifie, le structure intelligemment et le fortifie. Nous pouvons relever à ce stade que la fameuse victimisation qui caractérise notre société indique que la tendresse a pris le pas sur la sagesse et que chacun essaie d'éveiller la dite tendresse en se posant en victime. Là encore, il paraît donc évident que nous baignons en plein matriarcat. Mais revenons à l'arme et au joyau.
Nul ne conteste que l'homme dispose d'un corps arme, on le lui reproche suffisamment, et que la femme dispose d'un corps joyau, supériorité esthétique, douceur, non-violence physique. Mais l'on nous dira que la femme dispose elle aussi d'un cerveau joyau, ce qui est non seulement faux, les piètres performances féminines aux échecs en témoignent clairement, mais sexiste. Si chaque sexe dispose d'une arme et d'un joyau, il y a égalité et complémentarité. Mais si un sexe, en l'occurrence le sexe féminin, dispose de deux joyaux, il est intrinsèquement supérieur à l'autre sexe, et cette idée est la définition même du sexisme. J'ajoute à présent que mon approche du masculin et du féminin au moyen des notions d'armes et de joyaux donne la clé de l'attirance hétérosexuelle. Chaque sexe, en regardant le corps du sexe opposé, voit le reflet de son propre cerveau. Le cerveau arme féminin voit et désire le corps arme masculin. Le cerveau joyau masculin voit et désire le corps joyau féminin. Si nous admettons donc que le cerveau féminin est un cerveau arme et qu'il est donc potentiellement dévastateur pour le psychisme, comme l'est pour le corps physique le déchaînement du corps arme masculin, meurtre, guerre, génocide, il est évident qu'un matriarcat sauvage, bestial, hors de contrôle, occasionnerait un holocauste psychique effroyable. Or, comme par hasard, nouvelle preuve confondante que nous baignons en plein matriarcat, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Selon les Nations Unies, près d'1 milliard de personnes souffrent aujourd'hui dans le monde d'une pathologie psychiatrique. Selon le Center for Disease Control and Prevention, une agence gouvernementale des États-Unis, plus de la moitié des Américains affronteront une maladie mentale ou un désordre mental au cours de leur vie, et 52,9 millions en souffrent en ce moment. Selon la Fondation de France, les troubles psychiques touchent aujourd'hui 1 Français sur 4, soit plus de 15 millions de personnes. Nous sommes confrontés à un épouvantable holocauste psychique. L'interrompre devrait être la priorité des priorités, car rien de l'explosion des iniquités au désastre écologique ne pourra se solutionner si la société regorge de psychotiques et surtout de psychopathes dont la volonté constante de nuire se double d'une séduction médiumnique leur assurant une popularité à toute épreuve. Cet holocauste psychique, rendu possible par la disparition cataclysmique du patriarcat, il est très facile d'en comprendre la cause et le mécanisme. La santé morale est comme la santé physique au sens où elle obéit à des lois. Si ces lois sont respectées, droiture, nos contemporains s'épanouissent. Si ces lois sont transgressées, immoralité, ils souffrent. Si ces lois sont ignorées, amoralité, ils deviennent fous. Nos contemporains deviennent fous parce que les lois morales ont été réécrites et qu'elles sont fausses. Et la question est donc de savoir par qui et selon quelle logique ces lois ont été réécrites. La télévision couleur inonde les foyers au cours des années 60. Elle place l'humanité sous hypnose. Hypnotisée par le luxe, par l'univers de James Bond, les palaces, les plages paradisiaques, les yachts, les voitures de luxe, les réceptions mondaines, les destinations exotiques, etc. Et hypnotisée par le corps joyau féminin. Nous voilà donc spirituellement, comme je le disais dans mon premier livre, les disciples de Mammon, le dieu argent, et de Salomé, que le collectif Tikkun appelait la jeune fille, dans un ouvrage désormais mythique. Cupidité et féminolatrie donc, la supériorité esthétique féminine, corps joyau, étant confondue avec une supériorité globale, corps plus cerveau, physique et psychique. Mais un autre élément intervient et transforme ce binôme cupidité-féminolatrie en un binôme cupidité-luxure. Alors que l'homme, pour désirer sexuellement une femme, n'a besoin que de la voir, que de voir son corps joyau, la femme, pour désirer sexuellement un homme, a besoin d'évaluer la luminosité de son cerveau joyau, bref, d'entendre le son de sa voix et la teneur de son discours. Et la télévision place donc brutalement les femmes, chez elles, dans leur salon et leur chambre à coucher, devant un immense catalogue de cadors en tout genre, qu'elles voient, mais surtout qu'elles entendent discourir, plaisanter et briller de maintes façons. Cette nouveauté déclenche une explosion historique
de la libido féminine, dont Bertrand Blier se moquait dans le film Calmos, sorti en 1976. Alors que le patriarcat, parce qu'il repose sur l'intelligence de l'intérêt collectif dont le cerveau joyeux masculin est serti, tend à instaurer une société où un immense fossé sépare la mère, la femme honorable, de la pute, la femme déshonorée, la télévision génère ce que j'appelais dans mon premier livre une extension du domaine de la pute. Elle transforme les femmes en séductrices, bien décidées à envoyer valdinguer toutes les lois morales, susceptibles de leur reprocher d'accéder au lit de James Bond si l'occasion se présente. Et puisque nous en sommes revenus à la sagesse du cerveau joyeux masculin, il est temps de mettre en évidence une implication de la distinction cerveau joyeux, cerveau arme. Le cerveau joyeux est un cerveau de juge et le cerveau arme est un cerveau d'avocate. Vous connaissez la symbolisation antédiluvienne de la justice, le glaive et la balance. Eh bien le corps arme, c'est le glaive et le cerveau joyeux, c'est la balance. On comprend ainsi que le patriarcat est sans alternative, car avec le corps joyeux féminin pour balance et le cerveau arme féminin pour glaive, ça ne marche que pour des enfants. L'homme est naturellement un juge, la femme étant, en ce qui la concerne, naturellement une avocate, puisque son cerveau est une épée. Or, de quoi était-elle autrefois l'avocate? De ce que bon lui semble, mais toujours d'un monde qui sourit aux enfants. Or, depuis la télévision, la femme n'est plus l'avocate des enfants, mais l'avocate de sa propre image. Et ce jusqu'au délire. Elle déchaîne son cerveau-arme au service d'une féminolatrie qui la présente comme une déesse opprimée. Une déesse, autrement dit quelqu'un vivant par-delà le bien et le mal, par-delà la vertu, et pouvant ainsi devenir une traînée qui traumatise sa progéniture, ou une sorcière, sans rien perdre de son éclat. Il est temps de terminer cette présentation en insistant sur la dimension antichristique du matriarcat féminolâtre. Nous connaissons la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il est troublant de constater à quel point la double idolâtrie de l'argent, car la cupidité est une idolâtrie, et de la jeune fille, enfante quelque chose de similaire, mais inversé et démoniaque. Salomé peut en effet apparaître comme la fille et l'incarnation du dieu argent. Et je rappelle à ce sujet que la plus grande statue en or massif réalisée depuis l'Égypte ancienne est une statue du top modèle Kate Moss, les jambes écartées. Et quant au Saint-Esprit, celui qui circule entre le Père et le Fils, il est remplacé par l'esprit qui circule entre Mammon et Salomé, entre la cupidité et la luxure. Or, quel est le lieu où s'unissent et fraternisent la cupidité et la luxure? Le lupanar, bien sûr. C'est donc l'esprit du lupanar qui préside aux évolutions sociétales depuis 1969, et nous sommes donc les proies et les prisonniers d'une sorte de trinité anti-humaine. Ce qui, cela dit en passant, donne raison à Vladimir Poutine lorsqu'il dénonce le satanisme de l'Occident dans son discours du 30 septembre dernier, quelques jours avant la sortie de mon livre. Notre matriarcat féminolâtre est un matriarcat de mère maquerelle, et nous ne pouvons que penser à la prostituée fameuse dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean. Que toutes les sexualités possibles et imaginables soient approuvées et applaudies pour peu qu'il n'y ait pas viol, c'est bien la logique et les intérêts d'un lupanar. Mais l'omnipotence de l'esprit du lupanar nous explique aussi la tyrannie des minorités. Les minorités servent d'enfants de substitution à Salomé. Subtil petit glissement sémantique, l'avocate est passée de la défense des mineurs à celle des minorités. Pourquoi? Parce que les minorités ne constituent pas intrinsèquement, à la différence des enfants, une déchirante condamnation du lupanar. Reste à dire que les enfants élevés dans un lupanar sont fatalement des polytraumatisés qui deviennent fous, mais que le processus s'étend sur 3 générations, parents vicieux, enfants pervers, parents pervers, enfants fous. La génération du vice, 1969-1994, enfante la génération de la perversion, 1994-2019, et la génération de la perversion engendre celle de la démence, 2019-2044, transsexualisme et sorcellerie.
Voilà, on va s'arrêter là, mais avant d'ajouter, pour conclure, un passage de mon livre illustrant en quoi les éléments qui précèdent éclairent non seulement la psyché collective occidentale, mais aussi la psyché individuelle d'un certain Stanley Kubrick, et deviennent une sorte de pierre de Rosette, décodant la deuxième partie de son œuvre et révélant pléthore d'indiscutables secrets qui y sont cachés, je voudrais terminer cet exposé en disant 2 mots de l'offre politique française. Si le démon du patriarcat, c'est une xénophobie sanguinaire que nous pourrions nommer l'esprit de l'assassin, et si le démon du matriarcat, c'est une immolation psychique de l'enfance que nous appelons donc l'esprit du lupanar et qui repose sur les intérêts conjoints de Maman et de Salomé, de la cupidité et de la luxure, on peut se demander où se situe l'extrémisme dans l'offre politique française. Y a-t-il l'ombre d'une soif de sang, d'une volonté éperdue d'entrer en guerre ou d'une inclination au génocide chez Reconquête ou au Rassemblement national? Évidemment non. Ce sont juste des partis qui prônent de tendre vers une relative homogénéité pour éviter que la nation ne se fracture. Pas d'extrémisme donc de ce côté-là. L'esprit du lupanar, par contre, dispose d'un parti qui lui mange dans la main et comble à la fois Mammon, les folles iniquités de l'argent roi, et Salomé, la tortionnaire de la famille, et c'est évidemment le parti d'Emmanuel Macron, ce danseur de claquettes sans épine dorsale, et, de ce fait, agité et emporté sans résistance aucune par le vent de l'esprit du temps. En s'imaginant naïvement, pour ne pas dire stupidement, faire barrage aux extrêmes, les Français ont en réalité porté au pouvoir l'unique parti totalement et véritablement extrémiste. Hélas, on ne peut pas se se raccrocher au président, parce que c'est un danseur de claquettes. Je crois qu'on a élu un danseur de claquettes. Il fait des claquettes, voilà, il fait de la com. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui a un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Blanquer dans un premier mandat et qui a un autre ministre de l'Éducation nationale, Pam Ndiaye, dans le deuxième. Ça vous enfin, il y a quelque chose qui nous échappe. Tout ça n'a absolument aucune cohérence. Et c'est pas du en même temps, c'est du n'importe quoi. Mais je pense que il y a quelque chose, on voit bien, il y a un problème de colonne vertébrale qu'il faudrait qu'il se fasse greffer. Voilà, pour peu que cette vidéo échappe à la censure, frontale ou sournoise, et fasse réfléchir, nos ennemis s'empresseront d'éclater de rire et de prétendre que je dis n'importe quoi. Ce n'est pas si sûr, et ceux qui me liront de bout en bout vont tomber de leur chaise, croyez-moi. La femme est la gloire de l'homme, nous dit saint Paul, et telle est bien l'appréciable situation dont tirent profit Salomé et Big Mother, l'esprit du lupanar, pour fonder leur omnipotence. Passation de pouvoir, adoption et reconfiguration psycho-affective, estime de soi, Stanley Kubrick tête le sein de Big Mother à partir de 1968. Mais notamment parce qu'il est alors lui-même, parmi d'autres, du fait de sa profession et de son prestige, la gloire des femmes, actrice, Kubrick n'a nullement l'intention de demeurer le sujet servile et ballotté de sa nouvelle nourrice. Tel l'infâme Isnogoud, grand vizir de Bagdad, dans la série de bandes dessinées créée en 1962 par René Goscinny et Jean Tabary, Stanley Kubrick ourdit, dans le monde sauvagement féminolâtre régi par Big Mother, de devenir calife à la place du calife, la femme. 1. Orange Mécanique, 1971. Il viole et il tue, s'imposant fugitivement par le crime. On l'attrape, le calife, la femme, dans la mesure où la méthode employée, à savoir saturer le psychisme d'indignation et féminine, entreprend de l'engloutir dans la gentillesse, traitement Ludovico, et essuie une défaite cuisante. 2. Barry Lyndon, 1975. Il repart à l'attaque, non plus en monstre, mais en séducteur, et parvient à s'unir au calife, mais non à le surplomber. La gangrène de l'échec se propage et le ruine sur tous les plans. 3. Shining, 1980. Il se venge, infligeant au calife des terreurs insurmontables, mais, notre putschiste étant devenu fou, le coup d'État fait chou blanc et lui est fatal. 4. Full Metal Jacket, 1987. Il tue le calife, la snipeuse, qui s'est bien entendu avérée absolument redoutable, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire, et le voilà qui chantonne soulagé et heureux, parce qu'à présent, le trône lui appartient.
5. Eyes Wide Shut, 1999. Rien n'est trop beau pour mettre en scène les splendeurs de son califat fraîchement acquis. Il apparaît ainsi en rutilant calife mâle, Cap Rouge, goûtant de voir les vaincus, quintessence de la supériorité esthétique féminine, se prosterner littéralement devant lui. Le voilà donc calife à la place du calife, il est arrivé à ses fins. Et l'on sourira de s'apercevoir que Traum Novel, la nouvelle d'Arthur Schnitzler dont Eyes Wide Shut est l'adaptation, commence ni plus ni moins par ces mots. 24 esclaves à peau brune tiraient sur les avirons de la magnifique galère qui devait emporter le prince Amgiad vers le palais du calife. Alice et Bill s'y prénomment Albertine et Florestan et ce dernier lit cette histoire à sa petite fille avant qu'elle aille se coucher. Le prince Amgiad est un personnage de plusieurs contes des Mille et une nuits, et en particulier de l'histoire du prince Amgiad et d'une dame de la ville des mages, un conte où, n'en retirant en définitive que des avantages, le prince décapite la dite dame, ce qui est aussi le sort de la snipeuse vietnamienne dans le livre de Gustave Hasford. Une femme est mariée, elle attend un enfant. Voilà. Et le mari veut, ou le compagnon veut le garder. Elle ne veut pas. Eh bien, elle a le dernier mot. Ça veut dire que le patriarcat n'existe plus.